Eh bien, bonjour à tous. Imposé sous l'angle de l'urgence et du drame collectif, notre objet a été surdéterminé par la multiplication des discours médiatiques et publics qui a instauré un type de vocabulaire dommageable pour la clinique tout autant que pour la recherche. Ces termes, djihadisme, radicalisation, déradicalisation, embrigadement, désembrigadement, etc., se sont généralisés comme concept avant même d'avoir été construits scientifiquement. L'exemple le plus récent est celui des revenants. L'étude d'un journaliste qui a donné ce titre à son ouvrage a ainsi permis d'en faire une nouvelle catégorie sociale. Désormais, tout naturellement, des services, des colloques, etc., s'organisent autour de cette nouvelle caste. Mais de quels revenants parlons-nous ? Y aurait-il des morts mal morts, des morts vivants, qui reviendraient sous la forme de fantômes dans ce nouveau malaise dans la civilisation ? Dans ce cas, qui sont-ils, ces morts vivants qui font retour ? Pourquoi reviennent-ils errer, hanter les vivants du territoire de France qu'ils avaient pourtant préalablement quitté ? Hantaient-ils déjà avant d'être des revenants ? Des revenants, donc. Mais les mots ont un sens. Ils ne viennent pas de nulle part et ne sont pas sans effet. Daniel Epstein nous le rappelait tout à l'heure. Les mots peuvent faire violence. Notre premier principe, en termes de posture, c'est l'intitulé de ma communication, est de se défaire de ce qui happe via les discours ambiants, qui façonnent nécessairement nos représentations collectives tout en orientant nos affects. Déconstruire à tout prix ce qui, a priori, n'est que prêt à penser, empêchant la pensée. La pensée et la rencontre, d'ailleurs. Pour y parvenir, nous appliquons quotidiennement un travail sur notre contre-transfert, dans ses dimensions émotionnelles, mais culturelles aussi, en référence à Devreux. En gros, ne pas oublier de s'interroger sur ce qui nous traverse, nous, psychologues. Qui je suis, moi, qui te rencontre, toi, sujet dit radicalisé ? Qui je suis ? Quel rapport ai-je à l'islam ? Quel rapport ai-je avec les pertes de 2015 ? Suis-je Charlie quand l'autre ne l'est pas ? Et donc, à quel bord politique je me réfère en tant que citoyen ? Mes identités sont multiples, nécessairement. Je ne suis jamais seulement une psychologue, neutre et bienveillante. Je suis aussi bien d'autres choses. Je suis blanche, je suis noire, je suis du Maghreb, je suis croyante, je suis athée, je suis féministe, etc. Et tout ceci peut venir obscurcir mon regard, entraver mon écoute, empêcher la rencontre même, car les inconscients communiquent. Si le sujet ne revient pas, ce n'est peut-être pas seulement que ça résiste chez lui. Par ailleurs, nous le savons depuis Freud, la psychologie individuelle est en même temps une psychologie sociale. La préoccupation du psychisme humain est prise dans les mouvements du politique, car la dialectique n'est pas individuelle et dépend nécessairement du discours de l'autre. C'est ce qu'Alice Cherki aurait pu développer ici. Elle est interactionniste, dirait Cécile Rousseau, que nous avons la chance d'avoir écouté ce matin, cet après-midi. À cet endroit émerge la question de la violence, de notre violence, la question de la violence de nos sociétés. Ce que nous avons évidemment du mal à penser, alors même que nous interrogeons aisément la violence de l'autre, oui, c'est notre objet, celle du dit radicalisé. De même, nous nous interrogeons facilement sur la haine de l'autre, du dit radicalisé. Mais nous avons plus de mal à questionner notre haine sociale à l'encontre de ceux qui pourtant évoquent nécessairement, quotidiennement, régulièrement dans nos consultations, vraiment, le désamour dont ils font l'objet de la part de leur société, avec laquelle ils décident désormais de rompre de façon
radicale. La tentation est trop grande d'ensauvager, on l'a entendu récemment dans les médias, d'ensauvager l'autre. En réalité, de façon réactive, ils projettent sur le social leur peur, leur terreur, d'où vient le terrorisme, et surtout le sentiment de désamour haineux à leur encontre, né d'une désaide sur plusieurs générations. Aujourd'hui, ce n'est plus toi qui me rejetteras, c'est moi qui te rejette. C'est moi qui te rejette et te raye radicalement. Une mère, réfugiée politique tchétchène, vient nous voir pour nous demander de rencontrer ses filles. L'aînée est sous main de justice. Elle a 17 ans. Elle organisait le passage de jeunes filles en Syrie. Madame a peur pour la plus jeune. Je ne veux pas qu'elle fasse comme sa sœur aînée, nous dit-elle. Nous les rencontrons tous, ensemble, en visite à domicile, à la demande de Madame. Lors de cette première rencontre, avec Sakinat, celle-ci affirme « Je suis pour le I », fièrement. Madame, sa mère donc, écoute silencieuse, tout autant que la jeune sœur collée au corps de sa sœur et regard admiratif. Elles accepteront de venir nous voir, mais ensemble. Progressivement, la fierté tombera. La souffrance s'exprime chez Sakinat. Les émotions qui vont avec son discours sont manifestes, mais chez sa sœur. Impossible séparation, pour le moment. Viendra enfin la colère et sa motivation. Je ne sais même pas si mon père est vivant ou mort, nous dit-elle. Les Russes nous ont fait du mal. Ils ont fait du mal aux Tchétchènes et le monde s'en fout. Ils font la même chose aux Syriens. Ils les bombardent, ils les tuent. Et là encore, le monde s'en fout. Je ne peux pas laisser faire. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Plus tard, encore, Sakinat a un discours plus apaisé. Elle évoque la dureté du quotidien et surtout quelque chose dont sa mère ne veut pas nous parler. Elle éprouve le besoin d'en parler, elle, parce que, comme sa sœur, elles vivent quotidiennement au domicile une frayeur générée par les hurlements nocturnes de leur mère. Sakinat expliquera que sa mère est assaillie par des djinns. Ils sont 3. Leur mère leur raconte la même scène à chaque fois. Chaque nuit, l'un des djinns tient la porte et surveille pour vérifier que personne ne vient. Le second tient les bras de leur mère au-dessus de sa tête. Et le troisième se couche sur elle jusqu'à l'étouffer. Des revenants, disions-nous. Le mot viol ne sera jamais prononcé. Elles ne savent pas comment faire pour se débarrasser des djinns qui hantent la maison. Mais ce qu'elles savent, c'est qu'elles doivent la quitter. Changer de maison, changer de pays, partir en tout cas, quitter. Si Sakinat ne sait pas comment lutter contre les djinns qui s'attaquent à sa mère, elle sait maintenant comment lutter contre les assaillants russes qui se sont attaqués à sa famille, faisant disparaître son père, ayant fait souffrir son peuple et répétant la même chose en Syrie, dit-elle. De tous ces récits est né notre second principe, en termes de posture toujours, à savoir, comme le proposait Frantz Fanon, penseur de l'aliénation, l'introduction d'une dimension politique des rapports du sujet à l'inconscient, en donnant un sens politique à des questions qui ne le sont pas classiquement, et en particulier la souffrance et la subjectivité. Cela se traduit par la prise en compte de plusieurs dimensions, la psychologie et le politique, l'individuel et le collectif, dont l'histoire est ce qui passe de génération en génération, soit l'articulation constante de la réalité psychique et de la réalité sociale. Concrètement, cela passe par le dialogue entre théorie psychanalytique et sociologique. Un sociologue est d'ailleurs présent physiquement dans le cadre de nos élaborations et une travailleuse sociale participe même des entretiens cliniques avec l'idée d'un croisement des regards permanents sur ce qui s'énonce et la diffractation du transfert aussi. L'objectif est de mieux situer les incidences subjectives du contexte dans lequel vivent les sujets, local, national, géopolitique, les sujets que nous recevons, tout autant que leurs conséquences psychiques. C'est ce qui conforte notre exigence d'une prise en compte
de la singularité du sujet, dont la spécificité du processus adolescent, évidemment, mais dans la confrontation avec ce contexte. De même, nous avons d'emblée articulé clinique et recherche dans ce que nous avons choisi de nommer une action recherche et non pas l'inverse. La clinique est première, dans sa dimension individuelle, mais familiale aussi, effectivement. Un enfant seul, nous disait Winnicott, ça n'existe pas. Il évolue dans un environnement familial, mais la famille évolue elle aussi dans un contexte social et politique donné. Chacun est ici considéré comme un partenaire actif, à même de pouvoir nous informer sur la chose, parce que c'est nous qui sommes en demande, tout en favorisant le mouvement et que l'élaboration puisse enfin s'autoriser plus tard. Troisième principe, nous rencontrons les sujets et leurs problématiques, donc, dans une posture d'inversion d'expertise. En effet, les jeunes concernés ne viennent pas nous voir avec l'idée d'entrer en relation avec un sujet supposé savoir. Ceux que nous rencontrons, 105 sujets dits radicalisés à l'heure actuelle, à notre actif, cela démontre leur scepticisme quant à ce qui serait la vérité de tout adulte institutionnel et même parental. La vérité est ailleurs. Ils l'ont déjà expérimenté via le web et les recherches aux questions qu'ils se posent dans des lectures ancestrales et très éloignées de la culture occidentale vécue comme dominante. L'essentiel se trouve donc à ce niveau de postulat que le sujet est porteur d'un savoir, d'une expertise sur lui-même, qu'il est inducteur de savoir et qu'il convient d'apprendre à l'entendre sur son terrain. Cela nous contraint donc aussi à une posture d'humilité, de non-savoir, mais qui nous ouvre à de nouveaux savoirs si l'on veut bien se départir de nos préjugés. D'ailleurs, dès 2015, dans le dispositif de prévention et de traitement des extrémismes violents du 9-3, mais Madame Zora Arash vous présentera le dispositif demain, nous avons bâti nos approches et modes d'investigation en posant le principe d'une construction progressive de nos grilles de lecture et d'interprétation plutôt que de rester attachés à nos concepts et théories habituelles. Si nous ne cherchons que dans les malles de notre propre grenier, alors nous ne trouverons que les vieux objets poussiéreux qui nous sont familiers. La rencontre avec cette jeunesse en rupture radicale m'a amené à questionner nos pratiques et notamment qu'est-ce qu'être psy face à la problématique qui nous réunit ici aujourd'hui. Reconsidérer nos habitudes, reconsidérer nos certitudes. Et quid de nos postures cliniques? J'en suis venue à penser qu'envisager le sujet dans sa complexité oblige le clinicien à sortir de ses habitudes. Sortir de ses habitudes ne veut pas dire faire un autre métier, simplement sortir de ses habitudes. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté d'injecter dans le cadre de ce dispositif singulier, expérimental, puisque j'y occupe la place de responsable de la clinique et de la recherche pour sa partie clinique. Lorsqu'un sujet dit radicalisé nous est orienté, a-t-il une demande? Lorsque cela arrive, nous en sommes très heureux, mais ça reste exceptionnel, très exceptionnel. Alors, comment nommer la jeune personne accueillie ou que l'on va visiter en prison qui se voit offrir du thérapeutique alors même qu'elle ne demande rien a priori? Elle se voit offrir du thérapeutique uniquement parce qu'en parallèle, elle a d'abord eu affaire avec le sécuritaire. Cela induit d'emblée une nécessaire ambiguïté à considérer dans la façon dont s'organise la rencontre. Faire comme si cela était normal engendre dès lors un contexte en asif que l'on peut aussi traduire chez l'autre par de la taqia, ça viendrait de lui. Encore un nouveau mot appris et répété inlassablement, la suspicion domine. Et pourtant, 1001 questions se posent au sujet. 1001 questions qu'il nous faut nous poser. Par exemple, quel est notre objectif? Que désirons-nous pour eux? Dans cet accompagnement spécifique, serait-on en position de désirer pour l'autre? Quoi que l'on en pense, nous offrons du soin à un autre qui ne demande rien. Mais cela n'est pas vrai qu'il ne demande rien. En général, tous les sujets accueillis sont en demande. On fait des appels à l'aide, de nombreux appels à l'aide, depuis parfois tout petits, mais dans le social, parfois, souvent même, ils n'ont pas été entendus. La radicalisation a permis
la radicalisation met des guillemets, hein, par son vacarme, qu'il soit enfin entendu et qu'enfin se révèlent justement les choses familiales, les blessures, les histoires de la filiation aussi, de l'histoire collective aussi. L'action radicalisation est néanmoins une demande, ou plutôt un agir révélateur, donc, ce qui ne pourra être entendu par le reste du monde que sous cette forme bruyante, parce qu'effrayante. Avant cela, toutes les formes d'appel à l'aide, pour eux, étaient restées vaines, je disais. Au fond, les problématiques rencontrées, nous en savons déjà un peu quelque chose. En effet, nous avons principalement affaire à un public adolescent pris par le regain pulsionnel du pubertaire et qui va d'abord tenter de fuir le rejet archaïque d'être satisfait par l'autre maternel. D'accord. Des adolescents qui, par leur départ vers un ailleurs guerrier, jouent la fugue, radicale pour le coup cette fois, en tant que jeu de cachet-trouvé potentiellement dangereux. Comme tout adolescent, il se pose des questions existentielles. Qui suis-je? Où sont mes racines? Etc. Et le roman familial tente alors de s'écrire au singulier, mais dans les trajectoires rencontrées, des trous dans la filiation saisissent les jeunes d'une manière tout à fait particulière. Ainsi en est-il de Chloé, qui a connu un parcours protection de l'enfance. Elle dit « Je veux retrouver mon père ». Ce parcours protection de l'enfance n'a pas porté ses fruits. À la veille de ses 18 ans, lâchée à la rue, elle menace de partir en zone de conflit. C'est le contexte de son signalement et le moment où nous la rencontrons. Je vous le disais au départ, nous avons bougé tous les cadres habituels. C'est ainsi que nous rencontrons sa mère, mais sa grand-mère aussi, effectivement, avec et sans Chloé, en errance. Ne pouvant quitter le territoire, car sous surveillance, elle survivait en s'offrant pour 5 ou 10 euros, selon ce qui était demandé par ses clients prostitutionnels. Toujours des hommes d'origine maghrébine, souvent sans papier. Lorsqu'elle vient nous rencontrer, elle est néanmoins vêtue d'un hijab, qu'elle porte, enlève encore, en fonction de ses mouvements intérieurs. Lorsqu'elle l'enlève, elle cherche des hommes pour qu'ils lui donnent de l'argent. Puis, lorsqu'elle le remet, elle se calme et retente des liens avec notre institution. Progressivement, un lieu d'hébergement, une prise en charge sociale à minima, des contacts repris avec sa mère et sa grand-mère. Mais Chloé insiste, « Je veux retrouver mon père ». Nous nous mettons alors en quête de ce père. Nous avons changé les cadres. Et finissons par le retrouver. Il est géographiquement très loin. Nous nous organisons un entretien téléphonique avec lui et Chloé. Lors de cet échange, nous apprendrons que ce père, que Chloé et sa mère pensaient d'origine italienne, ne savait en réalité pas qui était son propre père. Il est né au Maroc, à l'époque du protectorat. Sa mère y tenait un bordel. Elle est tombée enceinte, mais de qui? Elle n'en a jamais rien dit. Un jour, elle se marie avec un homme qui donnera son nom, occidental, au père de Chloé, et à Chloé donc. Chloé, dans son expression, parlait avec une musicalité arabophone, sans maîtrise aucune de la langue arabe. Je me souviens, je me disais, on dirait une grand-mère arabe qui parle français. Elle ne pratiquait pas non plus, ni prière, ni ramadan, ni rien de religieux sinon la para. Chloé a retrouvé son père, mais son père, lui, n'a pas retrouvé le sien. La dite radicalisation de Chloé a permis d'entendre le manque de protection et les abandons successifs qu'elle a connus, mais aussi la voix de ce trou manquant dans la filiation. Parole de Chloé, parole du père de Chloé, parole du grand-père manquant à travers la demande de Chloé, des revenants, nous disions en préambule. Que faisons-nous de ce type de demande habituellement? En quoi ces dits radicalisés nous poussent à transgresser nos cadres et nos idéaux théoriques? La théorie aussi implique de l'idéal. Bouger nos cadres habituels, transporter nos cadres en nous, en visite à domicile, au café du coin, au McDo. C'est ce qui nous a permis de ne pas laisser Chloé se perdre et faire émerger sa demande à elle, sans nous suffire de ce que nous savons du rejet des processus primaires, dont l'Oedipe et ses vicissitudes. Car l'adolescence est aussi un temps privilégié pour la mobilisation du processus favorisant la figuration et la symbolisation des restes traumatiques de l'histoire familiale. Ce temps interroge le rapport à l'autre, soit le lieu où advient le sujet pris dans un réseau symbolique. S'y entremêlent les désirs et histoires du père et de la mère, souvent issus d'une filiation en point d'interrogation. Et donc, quid des désirs et histoires des grands-pères et grands-mères? Pour introduire le narcissisme, Freud indique que chacun est pris dans une double nécessité. Être à lui-même sa propre fin, mais aussi le maillon d'une chaîne à laquelle il est assujetti
contre sa volonté, ou du moins sans l'intervention de celle-ci. La question des appartenances est donc ici essentielle. Je vais conclure. De fait, chacun peut prendre sa place de sujet, à partir d'une construction individuelle qui prélève néanmoins le substrat narcissique nécessaire dans l'histoire familiale, mais aussi le milieu social et culturel dans lequel évolue l'adolescent, tout autant que son rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il entend et à la manière dont il est lui-même vu, à la manière dont il est lui-même parlé, dans son environnement, dans le social, le politique, les médias. Un héritage inter- et transgénérationnel formé d'éléments en souffrance, bruts et sans trace de mémoire, car non traités par un travail de symbolisation et ou en attente d'élaboration, ce que nous constatons quotidiennement. Pour terminer, je voudrais soutenir une posture fondamentale finalement, qui est une posture que je nommerais une clinique engagée. Une clinique engagée nécessaire face à ce à quoi nous sommes en réalité confrontés. Il en va de notre responsabilité à tous. Penser pouvoir aider à donner du sens à la chose, sans accueillir leurs questions fondamentales, mises en jeu par la vie et la mort, ne fera qu'ajouter au non-sens, ne fera qu'ajouter, enraciner, ce que Frantz Fanon a développé en son temps, à savoir que lorsqu'il n'est plus possible de donner un sens à sa vie, alors il ne reste plus qu'à donner un sens à sa mort. Je vous remercie.